8h12, vous êtes toujours sur Studio Kalita. Nous recevons notre première invitée ce matin dans cette émission d'information. Il s'agit de Sarah Bloom. Sarah, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste et on va dire que vous êtes spécialiste dans le droit politique et on va parler avec vous des accords d'Oslo. Ça fait suite à des déclarations d'un membre du Parti travailliste. Alors, on va citer les déclarations, mais on va s'intéresser surtout justement aux accords d'Oslo d'un côté légal. Eitan Cabel a déclaré, un membre du Parti travailliste, que si Rabin était encore vivant et qu'il aurait vu de quelle manière les accords d'Oslo se sont développés, il aurait sans doute dit que c'était une erreur. Alors c'est en gros les déclarations qui ont été faites par le membre du Parti travailliste. Ce que je voudrais voir avec vous, Sarah, puisque c'est votre spécialité, c'est de voir un peu la légalité aujourd'hui justement de ces accords d'Oslo. Et pour commencer, je vais vous demander de nous faire un petit rappel historique sur ces accords d'Oslo. Alors, juste pour préciser, je suis spécialiste en droit international public. D'accord. Pas en droit politique, mais je ne sais pas si cette spécialité-là existe. Mais en réalité, voilà, pour les accords d'Oslo, donc ça a démarré en 91. On a la conférence de Madrid, qui est le point de départ de ce processus d'Oslo. C'était la conférence pour la paix. Puis en 93, des négociations secrètes qui ont eu lieu en Norvège, avec un échange de 3 lettres entre Arafat, Rabin et le ministre des Affaires étrangères norvégien Holst. Et dans ces lettres, en fait, il y a une reconnaissance mutuelle des Israéliens et des Palestiniens pour la première fois. Auparavant, c'était les Jordaniens qui officiaient en tant que représentants des Palestiniens, représentants officiels, parce que Israël ne voulait pas négocier directement avec des Palestiniens et refusait tout membre palestinien dans une délégation. Et à partir de 93, ça change. Et puis, on a ensuite les accords d'Oslo à proprement parler. Donc, on a le 13 septembre 93, la fameuse déclaration de principe sur les arrangements intérimaires d'autonomie, c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui est signée à Washington par Abbas et Peres. Avec comme témoins les États-Unis et la Russie. Ensuite, on a différents accords partiels. Qui donne naissance à l'autorité palestinienne, en fait ? Alors non, c'est par la suite que l'autorité palestinienne est inscrite dans les accords. C'est dans la première étape, parce qu'évidemment, il va y avoir beaucoup d'étapes jusqu'à ce qu'on arrive à l'autorité palestinienne et au Conseil législatif palestinien. On a des accords sur la sécurité, on a des accords sur les relations économiques qui sont d'abord signés en 94. Et puis ensuite, en 94 aussi, on a ce qu'on appelle la première étape, le premier accord intérimaire, qui est signé au Caire par Rabin et Arafat, sur la bande de Gaza et la zone de Jéricho et les passages qui peuvent exister entre elles, les transferts de souveraineté aussi. Ensuite, on a la deuxième étape entre août 94 et août 95, avec encore des transferts de souveraineté de plus en plus qui se mettent en place. Et puis la troisième étape, qui est le deuxième accord intérimaire en 95, qu'on appelle Oslo 2, qui est signé à Washington par Arafat et Rabin. Donc on se souvient de la fameuse poignée de main sur la qu'on a de la tous Maison en Blanche. photo. Voilà. Et puis d'autres protocoles qui sont signés encore même après l'assassinat d'Yitzhak Rabin. En 96, Arafat est élu président de l'autorité palestinienne et le Conseil législatif palestinien, donc l'équivalent du Parlement en fait palestinien, est élu aussi selon les termes qui avaient été fixés par les différents accords d'Oslo qui permettaient ces élections de se passer. Et puis après, on a d'autres petits accords qui sont mis en place toujours pour essayer de faire avancer le processus jusqu'en 99. Alors, tous ces accords qu'on appelle d'une façon générique les accords d'Oslo sont signés, comme vous nous l'avez dit, entre les dirigeants, c'est-à-dire d'un côté le dirigeant palestinien de l'époque Yasser Arafat, et du côté israélien, c'était soit Shimon Peres, soit Yitzhak Rabin. Mais quelle est la valeur, quelle était aujourd'hui, plus exactement, la valeur juridique de ces accords d'Oslo en Israël? Alors, en fait, c'est des traités bilatéraux, souvent. Donc, tout traité
qu'il soit multilatéral ou bilatéral, il est soumis à une règle en droit international qui, dans un langage un peu barbare latin, se définit comme ça, pacta sunt servandas, qui veut dire en fait que, je vais le traduire, vous inquiétez pas, qui veut dire que les conventions en fait qui sont légalement formées tiennent lieu de loi à celles qui les ont faites. Donc en fait, tout traité qui a été signé de bonne foi par des parties, c'est la loi entre les parties. Et on ne peut pas abroger une loi comme ça qui a été faite entre les parties. On ne peut pas abroger un contrat comme ça. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est que les parties se mettent d'accord pour signer un nouveau contrat. Mais on ne peut pas, comme ça, de manière totalement unilatérale, encore moins dans un traité bilatéral avec une autre partie, considérer que ce traité est abrogé. On peut, dans un traité multilatéral, on peut éventuellement se retirer si tel a été prévu cette possibilité. Mais dans un traité bilatéral entre deux parties, c'est impossible. Mais ces accords n'ont pas, ne nécessitent pas le soutien, on va dire, de la population ou du moins des partis politiques qui sont représentés dans les parlements, que ce soit en Israël ou dans les différentes parties qui forment l'autorité palestinienne. Est-ce qu'ils ont besoin de soutien ou ils peuvent être signés seulement par les dirigeants sans le soutien du reste de la population? C'est la question. Ils ont été signés par les représentants des deux populations. Donc en ça, il y a un transfert de souveraineté. Si vous vous souvenez de la philosophie des Lumières et de comment fonctionne une démocratie, à partir du moment où on a délégué ce pouvoir-là à des dirigeants, eh bien, ils étaient à ce moment-là les représentants du peuple, et c'est la volonté du peuple qui s'est exprimée. Qu'aujourd'hui, il y ait plus de soutien ou plus autant de soutien des peuples, on peut aussi se poser la question de savoir pourquoi il y a moins de soutien. Est-ce que les accords d'Oslo ne sont pas bien expliqués? Moi, je pense qu'ils ne le sont pas, dans la mesure où si on les lit dans le détail, et c'est vraiment très complexe, c'est très lourd, c'est vraiment des pavés de pages. Il y a 400 pages en général par accord, à de rares exceptions près, en sachant qu'il y a quand même un bon nombre d'accords, quoi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il y a des dispositions qui encore aujourd'hui sont tout à fait valables et sont parfaitement bien appliquées, notamment pour ce qui concerne la coopération sécuritaire. C'est la première chose. Et je crois que c'est très important de le noter parce que ça nous est bénéfique aussi à nous Israéliens. Et il y a aussi évidemment des dispositions sur les relations économiques qui sont acceptées. Il y a les divisions des zones qu'on connaît, ABC, donc avec quand même plus de 60% de la Judée-Samarie qui est contrôlée par Israël, et ça a été fixé dans les accords d'Oslo. Donc c'est des choses qui sont quand même assez importantes en elles-mêmes. Les abroger, enfin, comme je vous l'ai dit, on peut pas. On peut pas les abroger aujourd'hui. On ne peut pas les abroger. À part s'il y a un nouvel accord, qui est signé entre l'autorité palestinienne et l'État d'Israël. S'il y a un nouvel accord, il fera partie du processus en lui-même. Et si c'est effectivement une négociation, bon, là, on peut décider de faire les choses autrement et de prendre un autre chemin. Et dans ce cas-là, il faudra voir comment négocier les choses. Et quelle est la situation si, dans un cas, une des parties ne respecte pas les accords? De toutes les façons, les deux parties n'ont pas respecté les accords dans leur intégralité. C'est un peu ma question. Dès le départ, on a des attentats terroristes, kamikazes en particulier. Et le fait qu'ils ne respectent pas l'accord, ça n'annule pas l'accord? Ça nuit à l'accord. Ça ne l'annule pas. Ça ne l'annule pas. L'accord existe et doit être respecté. Ça le viole, mais ça ne l'annule pas. C'est comme quand vous commettez une violation d'un droit, ça n'annule pas le droit. C'est vous qui commettez un crime ou un délit éventuellement. D'accord. Aujourd'hui, vous pensez que, on va terminer avec ça, que les accords sont toujours valides et qu'il faut continuer à les respecter? Ils sont valides en droit, oui, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'ils sont effectivement mis en application d'un point de vue politique? Ça c'est une autre question, mais encore une fois, ça dépend des dispositions. Pour ce qui est des coopérations sécuritaires et dans une moindre mesure économique, on peut dire que oui, pour l'instant, c'est plutôt un succès. Après, pour ce qui concerne
des dispositions plus politiques. De part et d'autre, il y a évidemment des violations et donc là c'est problématique et ça témoigne évidemment d'un manque de volonté politique, d'un manque de soutien de la population, mais surtout d'un manque de volonté des leaders politiques d'avancer dans ce chemin-là. Donc à eux de nous proposer éventuellement une alternative valable qui soit acceptable partout. Voilà, merci beaucoup Sarah Blum, qui est donc juriste et spécialiste en droit international, d'avoir apporté ces éclaircissements sur les accords d'Oslo. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir, bonne journée. À bientôt. 8h21 toujours sur Studio Qualita. Vous restez avec nous dans quelques minutes après quelques notes de musique. Ce sera Eliana Gerfinkel et sa page historique.